Nous avons l'honneur de recevoir Madame Géraldine Wössner, dont la célébrité dans les médias est, elle aussi, de plus en plus rayonnante. Tout d'abord, je salue Madame Michèle Chollet, épouse de notre professeur Yves Chollet, qui a dirigé l'INSTN pendant de longues années. L'objet de ce prix est de récompenser un enseignant, formateur, communicant, auteur d'ouvrages ou créateur d'émissions pédagogiques, connu pour son charisme et son efficacité dans la promotion des sciences et techniques nucléaires. Alors auparavant, j'avais présenté en quelques mots Géraldine Wössner. Elle complétera elle-même à travers son exposé. Donc Géraldine Wössner est journaliste et chroniqueuse, diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris en 2002. Elle a été correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, puis chroniqueuse au Journal du Dimanche, JDD. Elle travaille depuis 2019 pour l'hebdomadaire Le Point, où elle couvre principalement les questions politiques, énergétiques et agricoles. Rien que pour la semaine passée, j'ai relevé 8 articles, soit pratiquement un par jour, pour des sujets aussi variés que grippe aviaire, le foie gras menacé d'extinction, le grand déballage explosif de l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, face aux députés, dont elle a parlé aussi ce matin sur Europe 1, lors de sa chronique hebdomadaire de 9h moins le quart. L'agriculture française doit-elle laisser les clés du tracteur à Agnel et McKinsey? Émissions de CO2, la SNCF épinglée pour publicité trompeuse. Et encore, exclusif, EDF fait enrichir en Russie 15% de son uranium, qui a fait aussi l'objet de sa chronique sur Europe 1 le 8 décembre. Personnellement, j'ai découvert Géraldine à travers son livre « Faut-il sortir du nucléaire ?» publié donc en 2019, il y a 3 ans. Nous aurons une séance de dédicace à la fin de la conférence pour ceux qui ont amené leur exemplaire. Nous allons maintenant procéder à la remise du prix Yves Chollet. Michel, si vous voulez bien. Puis Géraldine nous entretiendra sur le thème « Peut-on informer sur le nucléaire ?» qui a été un tabou depuis 10 ans et le reste encore dans certains milieux. Donc, Gabriel, si tu veux apporter l'enveloppe. Je vous en prie. Donc voilà, nous sommes très heureux que vous ayez été sélectionné cette année pour votre courage vis-à-vis des médias et vis-à-vis de la population française en général, parce que c'est pas facile, c'est encore pas si facile que ça de parler du nucléaire en France. Bah écoutez, c'est un peu intimidant pour moi parce que je faisais la réflexion, toutes les personnes présentes dans cette salle connaissent infiniment mieux le sujet que moi. Je suis très honorée d'être ici parce que, d'après ce que je comprends, ce prix récompense un travail de vulgarisation. Il y a de grands vulgarisateurs qui partent d'en haut et qui arrivent à se mettre au niveau de leur public. Moi, je suis partie d'en bas avec mon public, puis j'ai essayé de le tirer un peu. Enfin, je reste plus près du sol que des sommets. Donc, c'est un peu intimidant. Je vais essayer de vous parler uniquement de ce que je connais. Il n'y a pas grand-chose. Mais un petit peu les médias, cet univers médiatique et la façon dont j'ai été amenée à traiter de ce sujet. Donc, je vous remercie quand même vraiment beaucoup d'être là. Vous avez cité en plus beaucoup de mes sources, des gens auxquels je parle, et vous êtes un peu tous ici mes sources. Il m'est arrivé d'en appeler quelques-uns quand j'avais des points à préciser, des articles à écrire, pour me remettre sur les rails quand je comprenais mal. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un chemin que j'aurais jamais pensé emprunter. Et d'ailleurs, mon histoire personnelle illustre assez bien le thème de cette conférence, qui est est-ce qu'on peut informer sur le nucléaire dans les médias. C'était à peu près fin 2017. Je ne connaissais rien au nucléaire, rien. Ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ce n'était pas dans mon scope. Je revenais d'expatriation aux États-Unis où j'avais couvert les campagnes de Donald Trump, des fusillades, des différents sujets assez généraux. Je ne connaissais pas du tout ce sujet et j'avais vaguement fait un papier sur les déchets nucléaires. Et quand l'éditeur
m'appelle en me disant « Tiens, je l'ai trouvé pas mal ce papier, tu voudrais pas faire, on lance une collection pour les nuls, quelque chose sur le nucléaire ?» Je me suis dit « Mais pourquoi moi ?» Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais tiens, c'est un défi, j'y connais rien, pourquoi pas ?» Alors j'étais censée le faire rapidement, en 6 mois, ça m'a quand même pris beaucoup plus de temps, parce que je me suis assez rapidement aperçue que j'étais pas capable de faire ce livre, qu'il fallait que je reprenne quelques cours de physique. Comme on est, mais j'ai fait des études littéraires, moi, donc ça veut dire que ma dernière rencontre avec la physique, j'avais 15 ans, c'était en seconde, et puis je ne l'avais plus jamais croisée dans mon existence. Donc c'est une réalité d'aujourd'hui. Donc je ne savais rien, et j'étais bourrée, là je me suis aperçue d'idées reçues. J'avais 8 ans en 86, quand s'est produit l'accident de Tchernobyl, et j'ai grandi dans cette terreur plus ou moins diffuse d'un Tchernobyl français qui pourrait advenir et qui ne manquerait pas d'ailleurs peut-être un jour d'advenir. Donc j'ai dû reprendre un peu les choses à la base, c'est-à-dire qu'il y a des MOOC, vous savez, qui sont très bien faits sur Internet, donc j'ai pris une année à refaire voilà, un peu les bases avant de me pencher sur ces problèmes. Et là, je suis allée de surprise... je suis allée de surprise en surprise, c'est-à-dire que chaque fois que je me posais une question, je m'apercevais, que je la creusais, je m'apercevais que l'idée que je m'en faisais était totalement fausse. Ça était très... Pour moi, c'est vraiment une expérience de vie, bien plus que de faire un livre, parce que ça m'a permis de voir à quel point la connaissance permet de faire s'estomper les peurs irrationnelles. Le fait de se réapproprier les ordres de grandeur vous permet aussi de reprendre main sur le monde qui vous entoure, et simplement sur votre compréhension de l'ensemble. Et je pense que peu de gens savent finalement que on est soumis au quotidien à une radioactivité qui est 145 fois supérieure à celle qu'on peut subir quand on vit à proximité d'une centrale. Peu de gens savent tout simplement le concept de redondance sur lequel sont construites les centrales nucléaires. J'ai découvert que la vétusté des centrales, dans notre système, ça voulait dire qu'elles étaient plus robustes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au jour de leur création. J'ai enfin compris ce qu'était la décroissance nucléaire, c'est-à-dire que c'est plus une idée abstraite, ce qui me permet de comprendre à peu près de quoi on parle quand on évoque le sujet des déchets. Et alors j'ai découvert atterré que les bilans sanitaires des accidents de Tchernobyl, Fukushima n'étaient pas celui que je croyais. Et donc voilà, je me suis dit, il suffira finalement de partager cette connaissance et le cheminement vers cette connaissance avec le public. Il faudra quand même que le public fasse l'effort de lire le livre, c'est bien le problème, et ça on y reviendra. Mais voilà, non pas pour rassurer, mais pour informer, parce que ce travail à rebours a aussi fait naître des craintes que je n'avais pas auparavant, certaines craintes notamment sur la gestion des déchets. Moi, personnellement, ça m'affole un peu de les voir conservés en surface. Je ne suis pas hyper rassurée avec l'idée. De nouvelles craintes sur les matériaux de la transition énergétique, puisque quand on parle nucléaire, on parle mix, système, et on rentre forcément dans ces débats sur quelle place lui accorder. Je n'avais pas conscience de ces enjeux avant de discuter avec des gens comme vous pendant ces 2 années. Et quand le livre est paru, en 2019, et là j'ai fait une autre découverte, parce que moi je l'avais fait un peu dans mon coin, de bonne foi, j'ai découvert la violence des réactions contre un livre que j'avais pourtant voulu assez factuel et pas trop engagé. Il est beaucoup moins engagé, mon livre, que le ton des articles qui ont suivi par la suite. Il est moins péremptoire. Ça a été aussi un enseignement. Quelques articles m'ont marqué, par exemple, 2 ans plus tard, c'était l'an dernier, en 2021, pour l'anniversaire des 10 ans de Fukushima.
j'ai fait un article au titre volontairement un peu offensif, qui était titré « Zéro mort, aucun cancer, le bilan de Fukushima ». Et je m'étais contentée de reprendre les bilans de l'UNSCEAR, qui donc font référence, les derniers rapports, également les rapports des environnementaux. Bon, j'ai parlé à tout un tas d'équipes qui avaient travaillé sur le terrain. Et alors, j'ai reçu des centaines, sans vous mentir, des centaines de messages par mail, par tous les réseaux sociaux, de confrères également, totalement indignés dans leur chair. Hein. Ils étaient vraiment sincères de ce que je pouvais dire, et notamment de collègues qui m'avaient dit « Mais comment peux-tu dire ça? Je suis allée sur place, j'y étais, j'ai vu les malades, je sais qu'ils existent, tu ne peux pas les nier. » Et cette semaine-là, donc la semaine de l'anniversaire, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés sur les taux de radioactivité énormes qui étaient toujours observés dans certains endroits de la zone de la catastrophe de Fukushima Daiichi. Et là, je me suis dit, mais comment se fait-il? Et en discutant avec ses confrères, je me suis aperçue que, justement, il y avait un problème de contextualisation, d'ordre de grandeur, et de comprendre les mesures dont on parle. C'est-à-dire que je leur demandais, mais comment es-tu chez Chiffre? Ce sont des journalistes, hein, ils se sont rendus sur place, ils ont vu sur place des gens qui faisaient les relevés, qui étaient des professionnels, et qui disent, mais regardez, oh, c'est énorme, c'est au moins 10 fois la dose qu'on devrait avoir. Et cette dose, ça veut dire au maximum 5-6 millisieverts qu'on avait mesuré sur site. Parce que le Japon, au moment de la décontamination, a fixé une norme. Sa norme de décontamination, c'était qu'on ne devait pas être exposé à plus de 1 millisievert pour les populations afin qu'elles puissent revenir. Si bien que tout ça n'avait aucun sens. Les articles alarmistes n'avaient pas le moindre sens, sans que les gens qui en informaient en ait aucunement conscience. C'était même pas par mauvaise foi. Et là, on se dit, on part de très très loin pour reprendre toute cette éducation. Ce qui me fait dire que c'est très compliqué parce que on peut être spécialisé dans la couverture du nucléaire, hein, des journalistes spécialisés là-dedans, sans avoir toujours compris ce qu'était vraiment la mesure de la radioactivité, sa toxicité, ses effets sanitaires. C'est loin d'être quelque chose de simple et évident. Donc voilà, et à l'époque, oui, je termine cette anecdote, parce qu'à l'époque, donc, j'avais appelé l'UNSCEAR et j'avais parlé à sa présidente, qui était l'Autrichienne, c'était la professeure Gillian Hirth. Et alors, c'était drôle, parce que dans le monde entier, on célébrait cet anniversaire, et elle était très disponible. Alors, elle n'a pas été dérangée du tout, elle m'a dit, j'ai dû avoir 3 coups de fil. C'est très peu. Vous avez fait le rapport qui passionne 190 pays. Et alors, j'ai eu au téléphone une femme quand même très déprimée qui m'expliquait que c'était un défi pour les scientifiques du monde entier, tant la somme de désinformation publique disponible sur ces événements était colossale et que, en fait, simplement, elle n'en voyait pas le bout. Donc, qu'est-ce que nous prouvent toutes ces anecdotes? Que simplement, ni moi, ni le public, pendant toutes ces années, n'a été correctement informé. Ça, c'est déjà une certitude. Alors, quand on se demande pourquoi, je vous apprends rien en remarquant que c'est un débat qui est beaucoup plus idéologique que technique. Ça vient de l'histoire du mouvement, bien sûr. Il y avait une parfaite légitimité à être anti-nucléaire à une certaine époque de notre histoire. Je veux dire, je comprends parfaitement que des gens se soient sincèrement élevés contre les essais nucléaires. Le nucléaire militaire, c'est un vrai débat. On peut être contre la prolifération, c'était légitime et c'était rationnel à l'époque. Puis, les choses ont évolué. La fin des essais nucléaires a conduit une frange de ces militants à dériver leur action sur le nucléaire civil, sans que le public le perçoive nécessairement et soit capable d'appréhender tous les aspects auxquels on touche
Quand on parle du nucléaire civil, puisque c'est une notion complexe, on parle de fourniture d'électricité, de sécurité d'approvisionnement, on parle de souveraineté, on parle de compétitivité industrielle partant de compétition internationale, de géopolitique. Donc ça exige un niveau de connaissance relativement élevé dans un certain nombre de secteurs. On retrouve rarement dans les rédactions parisiennes des gens qui sont capables d'avoir cette vision, je vais dire, un peu parachute, cette vision globale. Donc on a souvent d'excellents journalistes, mais qui vont se cantonner à un domaine, écrire dans une certaine colonne de pages, qui ne seront pas accessibles, ou alors accessibles aux gens déjà intéressés. Par ailleurs, comme ça demande un niveau de connaissance un peu large, que nous sommes dans une économie des médias qui interdit le temps, et en plus dans une compétition. Je veux dire, dans le même temps, on a vu ces 10-15 dernières années le nombre de médias littéralement exploser. Ayez bien conscience, quand vous râlez devant votre télévision, devant les chaînes info, que la France, la petite France, avec ses 68 millions d'habitants, elle a plus de chaînes d'information que les États-Unis. Marché de 320 millions d'habitants. C'est une folie. Donc évidemment, il n'y a pas de public pour autant de chaînes. Mais enfin bon, on les a. Ce qui conduit les médias à aller toujours plus loin dans le buzz, dans un peu le racolage, dans la facilité, simplement pour capter un public et le marché publicitaire et pour survivre, tout simplement. Et naturellement, la peur fait quand même mieux vendre qu'une exposition rationnelle des faits. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Parce que c'est ça qui nous préoccupe. Peut-être. Peut-être et peut-être pas. Moi, j'ai été frappée aussi en abordant ces sujets. Je rencontre énormément de décideurs publics, beaucoup de politiques, des confrères, des journalistes, bien sûr. Et alors, ils sont persuadés que depuis Fukushima, les Français sont devenus hostiles au nucléaire. Ils en sont convaincus. Ça ne fait même plus débat. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment, pour se justifier d'avoir reculé sur le nucléaire pendant ces dernières années, beaucoup disent, mais vous savez, après Fukushima, c'était tout le monde, on ne pouvait plus en parler, les Français étaient contre. Ils prennent pour exemple l'Allemagne, en oubliant un peu vite que la sortie du nucléaire, l'Allemagne l'a décidé bien avant Fukushima. Je veux dire, c'était Gerhard Schröder, c'était pour de toute autre raison, peut-être un peu lié avec la Russie, je sais pas, mais pour de toute autre raison, en tout cas. Et en fait, c'est une idée fausse. Non, les Français ne sont pas hostiles au nucléaire. Ils ne le sont pas aujourd'hui et ils ne l'étaient pas hier. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les baromètres des énergies que fait réaliser EDF chaque année, les Français, en fait, s'intéressent relativement peu au sujet. La majorité, c'est en gros, je ne sais pas trop. Voilà. Et autre source qui est intéressante, c'est le baromètre de la perception des risques de l'IRSN, qui réalise idem chaque année depuis des décennies, ce qui nous permet des comparaisons. Et traditionnellement, le risque nucléaire occupe une place reculée parmi les préoccupations des Français. Autour de 8% des Français le mentionnent depuis toujours, c'est relativement stable. Il y a eu un pic en 2011, après l'accident de Fukushima, où effectivement, c'était cité comme préoccupation par un Français sur 6, ce qui est quand même un Français sur 6. Et dès l'année suivante, 2012, plaf, c'est retombé autour de 8%. Et aujourd'hui, regardez, le dernier date du mois il a été réalisé en septembre 2021, on est tombé à 4%. Donc ça n'est pas un sujet de préoccupation majeure pour les Français. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inquiets. Ils s'inquiètent, et légitimement, de la sécurité des centrales. Ils pensent que c'est une source d'énergie dangereuse. Ben oui, ils ont raison. Il y a un je ne sais plus si c'est risque ou danger, mais enfin, intrinsèquement, c'est pas quelque chose de parfaitement anodin. Ils ont des inquiétudes, finalement, légitimes et rationnelles. De ça, on peut tirer 2 enseignements. D'abord, le premier, c'est que si le nucléaire affole, voire rend hystérique, eh ben, c'est les politiques et les médias, bien plus que les Français. Et le deuxième enseignement, c'est que le public, il est prêt, il est mûr, il est mature pour recevoir une information neutre et factuelle et circonstanciée sur le nucléaire. De ces 2 enseignements, je tire 2 questionnements. Pourquoi cette hystérie au sommet?
dans l'élite, et pourquoi cette information que les Français demandent et qui sont prêts à recevoir, eh ben, ils ne la reçoivent pas. Et alors là, bon, moi, je vais proposer quelques pistes, mais je pense que la discussion, vous en aurez sans doute, et pourra permettre d'y revenir. C'est là qu'on rentre dans un écheveau à la fois historique et politique qui explique cette hystérie au sommet. Il y a eu longtemps un consensus sur l'électricité nucléaire en France. Ça ne faisait pas débat, ni dans la population, ni dans la classe politique. Jusqu'à ce que la fin des essais nucléaires voit... On l'a dit, les activistes antinucléaires se recycler dans l'antinucléarisme civil, c'était moins vendeur et se recycler dans la défense de l'environnement. Ça ne faisait pas des résultats mirobolants, ça restait assez marginal dans l'opinion publique, jusqu'à ce que les Verts prennent de l'importance. Et on sent quand même un tournant au milieu des années 90, quand les Verts rencontrent leurs premiers succès électoraux. On a eu la déclaration de Rio en 92, les premières préoccupations sur le climat apparaissent. Les partis traditionnels n'en ont rien à fiche. On va le dire franchement, on s'en fout complètement. Donc les seuls qui parlent du climat, qui parlent de la défense de la planète, ce sont effectivement ces partis écolos qui se trouvent être aussi antinucléaires. Donc, il commence à avoir des résultats électoraux. Alors, pas mirobolants. Dominique Voynet à la présidentielle de 95, c'est 3,3%. Mais enfin, quand même, pour les législatives, ça donne un côté jeune, un côté moderne. Ils ont besoin, ces vieux partis, de rajeunir un peu leur électorat. Et on cherche à nouer des alliances. Alors, à gauche, ça va être la majorité plurielle de Lionel Jospin, 97. Et la droite aussi. La droite commence à essayer de braconner sur ces terres. Pendant la campagne de 2007, rappelez-vous, la superstar, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui arrive à faire signer son pacte pour la nature à l'ensemble des candidats qui s'engagent à faire ce grand Grenelle pour l'environnement. Et comme ils n'ont pas travaillé, tous ces candidats, ils ne comprennent pas bien à quoi ils s'engagent derrière. Donc, c'est pour ça que je dis les torts. Je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de pointer du doigt tout un tas de responsabilités. On a raison, il y en a. Mais il y a quand même un climat général. Tout ça advient aussi par paresse intellectuelle de politiques qui refusent de s'attaquer à des problèmes qui posent question dans la population. Et cet électorat jeune se tourne vers les écologistes. Européennes 99, ils font quand même un très joli score. Et à partir de là, les partis traditionnels vont essayer d'intégrer à leur programme des éléments de politique des écologistes, qui font, dans tous leurs accords, une condition sine qua non, qui sera la sortie du nucléaire. Il y a comme un écosystème là-dessus politico-médiatique où les journalistes ne le remarquent pas non plus. On souffre un peu des mêmes travers que les politiques là-dessus. Et tout le monde embarque. Par exemple, on va nous vanter pendant des années l'Energiewende allemand, nous le montrer comme une preuve d'une réussite. Personne ne dira jamais, je ne trouve pas d'article, j'en verrai nulle part, qui explique, alors que c'est écrit en toutes lettres dans tous les programmes du gouvernement allemand, que ça s'accompagnera d'une explosion du nombre de centrales à gaz qui sont quand même 80 fois plus polluantes que les centrales nucléaires. Donc c'est un sujet, mais personne n'en parle. C'est assez fascinant comment on peut avoir une espèce de cécité collective, consciente ou inconsciente, je pense, parce que je pense que la plupart des commentateurs étaient parfaitement sincères, ont cru sincèrement au miroir qu'on leur présentait. Et là où c'est pas aidé en France, où c'est particulier, c'est que l'état des sciences, alors je parle pour moi parce que j'en sais quelque chose, je suis nulle. Je vous disais, moi, la physique, la dernière fois, j'avais 15 ans. Le niveau scientifique général dans la population et dans nos élites, particulièrement dans nos élites, est extrêmement, mais vraiment extrêmement faible. Et ça, je le constate quasi au quotidien, même en discutant avec des ministres, même à des postes clés, où ils ont à traiter de dossiers extrêmement techniques.
très très loin de... Je me souviens assez récemment quand Emmanuel Charpentier a eu son prix Nobel pour la technique CRISPR-Cas9 de séquençage, de découpage moléculaire, j'ai dû expliquer en faisant des schémas à des ministres pourquoi c'était intéressant en agriculture, parce que voilà, ce sont des gens qui sont en responsabilité, ce sont des dossiers dont en fait, ils connaissent tellement pas la base que de toute façon, ils peuvent pas comprendre les articles qu'ils lisent. C'est un peu outrancier ce que je dis, mais c'est parfois assez affolant. Donc on a ce niveau qui est assez faible, et une autre spécificité très française qui est un relativisme scientifique qui s'est considérablement étendu ces 30 dernières années dans le sillage de penseurs comme Bruno Latour, paix à son âme. Il s'est diffusé dans la société, je pense qu'on le constate tous au quotidien, on l'a vu particulièrement pendant la crise du Covid, cette idée, cette opposition entre une science et une recherche fondamentale qui serait par essence, par nature pure et vertueuse, et ses applications techniques. Dès lors que ces sciences sont appliquées, elles sont par nature néfastes, mauvaises et dangereuses. Si bien que voilà, on admire un chercheur sur le cancer, mais on déteste Big Pharma qui fait de l'argent avec les applications de cette science. Le nucléaire en souffre particulièrement. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est souvent une question que me posent les acteurs de la filière nucléaire. Mais pourquoi on n'est pas invité sur les plateaux de télévision? Pourquoi c'est toujours des gens autoproclamés, des militants? Parce que la presse française, comme le reste de la société, est imprégnée de cette défiance envers les applications techniques de la science. Et du coup, quand elle a traité ces sujets, elle va toujours chercher un interlocuteur neutre. On en trouve en médecine, on va trouver des professeurs d'université, etc. Dans le nucléaire, on n'en trouve pas. Dans le nucléaire, l'écrasante majorité des experts, ils travaillent dans le secteur nucléaire, ils en tirent leur salaire, y compris au CEA. Si bien que sur un plateau de télé, on va vous dire « Ah ben non, moi, j'invite pas le lobby. Donc je vais inviter une ONG, et qui, sans voir que c'est un lobby, un journaliste un peu calé. On m'invite, je suis contente, mais enfin, c'est quand même grotesque. Je ne vais pas, moi, parler de médecine nucléaire ou de sécurité. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai qu'on m'invite plus souvent, moi, qu'on invite des spécialistes. Donc ça, je pense que c'est un travail à faire, nous, au sein, collectivement, mais qui commence. Les gens commencent à en prendre conscience, à faire. À un moment, oui, quelqu'un qui... On a eu le même débat pendant la crise du Covid. Dès qu'un médecin venait, dès qu'on avait vu, il a donné un colloque pour tel. Oui, s'il parle des vaccins, c'est qu'il en fabrique. C'est son métier, quoi. Donc, éventuellement, il va gagner sa vie avec. Donc ça, c'est ce qui manque à la filière nucléaire. Elle manque d'interlocuteurs qui seront perçus comme neutres par la communauté médiatique. J'espère que je reste claire, je me perds un peu. Le résultat de tout ça est quand même un peu déprimant. Seuls 37% des Français savent que le nucléaire n'émet pas de CO2. Aujourd'hui, Alors vous dites, ça ferait tout... C'est quand même très faible. Ça progresse, mais ça vous donne une idée du mur qu'il faut attaquer, pas pour convaincre que le nucléaire est génial, juste pour que les faits soient connus, afin que les gens puissent éventuellement voter en conscience, en conscience, en étant éclairés des choix qu'ils feront. C'est très difficile parce qu'on a incrusté cette idée dans la tête des Français dès le Grenelle de l'environnement, par la suite avec les législations qui ont été prises, que le nucléaire, c'était mauvais pour la planète. Quand on prend une loi qui dit on va baisser la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% au nom de la défense de la planète, qu'est-ce qu'ils pensent les gens? C'est que ça pollue, c'est que ça émet du CO2. C'est logique, je veux dire, on ne peut pas jeter la pierre aux gens auxquels on a martelé ça. Ça se retrouve même plus ou moins dans les... La SFEN a fait un rapport assez intéressant il y a quelques semaines ou mois sur les manuels scolaires. On retrouve même des choses vraiment assez tangentes dans les manuels scolaires qui sèment le trouble. Et légitimement, les gens ont cette idée reçue. Donc évidemment...
il y a des raisons objectives. Ça, c'est aussi un message que les politiques, je pense, vont devoir affiner de plus en plus, parce qu'ils se retrouvent empêtrés eux-mêmes maintenant. Ils ont porté ce discours, puis maintenant, il faut qu'ils le changent. C'est compliqué. Il y a d'excellentes raisons objectives et rationnelles de souhaiter une part de 50% dans le mix électrique, voire moins. Il y a plein de raisons autres que climatiques. Voilà, c'est tout. C'est pas le climat, parce que effectivement, cette part-là vient avec d'autres aspects éventuellement qui vont être dommageables pour les objectifs climatiques qu'on s'est fixés. Tout cela vient, donc on en a parlé, d'un manque de formation scientifique, de cette facilité. Alors effectivement, il sera aussi toujours plus facile dans les médias de faire peur et de faire du clic et de l'audience. Je ne vous exonère pas, hein. Je pense que le point est exactement comme les autres, on le fait tous. Donc là, on essaie de ne pas le faire dans le nucléaire, mais on le fait tous à différents niveaux, même si on aimerait ne pas le faire. Mais plus facile de faire peur avec des concentrations de tritium dans l'eau à l'aval d'une centrale, effectivement, que si on dit, bof, en fait, c'est parfaitement anodin, il n'y a pas de sujet. On a toujours un sujet. Ce qui vous explique les marronniers. Vous avez plus d'expérience que moi encore de ces sujets-là, mais bon, avec ma petite expérience, je constate qu'on a les mêmes marronniers tout le temps. Alors effectivement, chaque année, on a une mesure de tritium qui fout les jetons et qui conduit d'ailleurs les autorités à faire des messages publics. Oui, vous pouvez voir l'eau parce que c'est pas grave. On a tous les ans, aux dates anniversaires, des craintes sur la vétusté de telle ou telle centrale nucléaire. Tous les ans, on a des sujets sur le réchauffement climatique va empêcher le refroidissement des réacteurs avec la sécheresse, c'est la fin. Et puis tous les ans, on recommence. Et on ne tranche jamais le débat parce que, on vient de le dire, il n'y a pas d'experts sur les plateaux, il n'y a pas de parole fiable et de confiance à présenter aux gens. J'ajoute que la filière nucléaire elle-même a longtemps mal géré cet aspect des choses, c'est-à-dire que chez EDF, on a très longtemps cru que pour combattre cette désinformation, on allait faire ce que j'appelle de la transparence à la papa, comme papy. On va faire des grands débats dans chaque région, près des centrales, on invitera tout le monde, tous ceux qu'on appelle les parties prenantes, on fera des cahiers des acteurs, ils rempliront des pages, ils pourront s'exprimer, personne ne les lit, ça n'attire que les gens déjà convaincus. On a des espèces de postures idéologiques dans des salles fermées que personne ne regarde, ça ne fait rien avancer du tout. Je pense que c'était pas du tout la même méthode. Alors, ils en ont un peu pris conscience aujourd'hui. Si vous trouvez, vous nous le direz peut-être. Moi, je vois pas d'incidence. Je n'ai pas vu que ça ait fait changer d'avis des gens convaincus. Ce qui a pu faire changer, j'ai vu des gens convaincus changer d'avis par l'exposé minutieux et répétitif de faits bruts. C'est comme un enfant auquel on apprend quelque chose, on lui répète, il comprend, il a oublié 15 jours plus tard, on va lui répéter, et puis on répète, c'est normal, c'est un apprentissage qui est compliqué, et cet apprentissage, il est long. Aujourd'hui, on vit évidemment un bouleversement complet. Le contexte du réchauffement climatique contraint à reposer sérieusement la question des énergies bas carbone et donc du nucléaire. La crise énergétique nous met le nez dans nos miroirs aux alouettes. Je veux dire, voilà, on constate que l'Energiewende allemand est un échec. On constate que ça le conduit à relancer ses centrales à charbon. On fait les calculs que, même si on multipliait par 4, par 8, par 12 le parc solaire et éolien qu'il a, aujourd'hui, ça l'aiderait pas plus à passer les pointes, ça l'aiderait pour d'autres choses. Je ne veux pas faire une opposition, mais ça l'aiderait pas plus à passer les pointes. Bref, on redécouvre qu'il faut des capacités pilotables, que les baisses de consommation, de l'efficacité énergétique et les interconnexions,
ça ne suffit pas, si tant est qu'on veuille préserver un semblant d'industrie, voire réindustrialiser. Donc tout ça nous arrive en pleine poire, voilà, c'est la brusque irruption du réel qui fragilise le discours qui était majoritaire. Parce que je vous le rappelle, il l'est toujours dans la classe politique. Quel est ce discours majoritaire? C'est de considérer que le nucléaire est une énergie de transition. C'est-à-dire que même Emmanuel Macron, qui se dit pro-nucléaire, Pascal Canfin, qui est sa chef de file au niveau européen, qui négocie pour la France les accords concernant l'énergie, le conçoit comme une énergie de transition en attendant de pouvoir en sortir. Mais l'issue est toujours on en sort. Cette idée-là est en train un petit peu de basculer. C'est-à-dire que aujourd'hui, la proportion de Français qui sont favorables à l'électricité nucléaire est majoritaire, et alors fait complètement nouveau, elle est majoritaire parmi les électeurs d'Europe Écologie Les Verts. Petite majorité, 52-54%, mais majorité tout de même. Et on voit que ces mouvements bougent. Les Verts finlandais se sont convertis au nucléaire. Le discours de Greta Thunberg, il y a quelques semaines, qui a dit « Bon, bah, les gars, on a quand même un souci, il va quand même falloir qu'on regarde. » On ne peut plus ignorer, en tout cas, la question. Et tout ça fait bouger les choses extrêmement rapidement. On pourrait s'en réjouir, je ne pense pas, parce que c'est souvent pour des mauvaises raisons. Mauvaise raison chez les pro-nucléaires jusqu'au boutiste qui voudraient nous convaincre qu'on peut avoir 100% de nucléaire là demain et que ça résoudra la crise. Moi, je ne vois pas comment. Pardon, je ne vois pas comment. Enfin, il y a un trou de 15 ans. Je ne vois pas comment on peut se passer des énergies renouvelables. Ça me semble délirant. Donc, il y a ce risque-là. Il existe. Hein. Il y a également le risque de basculer, en fait. On bascule du contre au pour sans très précisément comprendre pourquoi et ce que ça implique comme choix à faire, comme arbitrage. Voilà, le choix un peu paresseux, c'est de dire, bon, on n'a qu'à en mettre. Ah bah oui, mais en mettre, mon ami, ça dépendra où, ça dépendra des coûts. Là, on est à l'heure où on doit se poser des questions, enfin les Français vont devoir, et nous, en tant que journalistes, on doit les en informer, des questions extrêmement importantes. Où est-ce qu'on va mettre les moyens, puisqu'on n'a pas un carnet de chèques gigantesque, on ne pourra pas tout construire comme on veut, là où on veut. Qu'est-ce qui est, selon le contexte pédoclimatique donné, le meilleur endroit? Est-ce que là, il vaut mieux mettre de l'éolien offshore? Est-ce qu'on met un SMR ici? Quel bassin d'entreprises on souhaite et de combien d'énergie elles auront besoin, ces entreprises, à échéance 30 ans. C'est ça la difficulté, en fait. Et le risque qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu le yaka faucon dans l'autre sens. Dans lequel tombe aussi un peu le gouvernement. Il n'y a qu'à faucon, bon, on va faire du solaire, on va faire des EPR, et puis tout ira bien. Non, tout n'est pas si simple. Et d'ailleurs, les entreprises, les industriels commencent à le dire de manière assez vocale, parce que eux, avant de prendre des décisions d'investissement de milliards pour faire un haut fourneau vert, c'est 1 milliard d'euros. Alors, avant d'investir, ils aimeraient bien savoir s'ils auront de quoi l'alimenter en énergie dans 10, 15 ans. Pour l'instant, ils ne le savent pas. Donc ce sont toutes ces choses qu'on doit mettre dans le débat public. C'est pour ça, je pense, qu'on aura beau s'échiner, nous journalistes, à le faire du mieux qu'on peut et de manière aussi complète qu'on peut. Je ne pense pas qu'un renversement soit complètement possible sans une prise de parole publique ferme et définitive. Et je trouve que c'est encore ce qui manque un peu aujourd'hui. On sent que ça bouge. Hein. Le discours d'Emmanuel Macron, le simple discours d'Emmanuel Macron en février qui dit « on va construire 6 EPR » a ébranlé les convictions mieux que des centaines et des centaines d'heures de débats télévisés avec des gens fascinants et très intelligents. Et on a vécu un petit peu la même chose. C'était un sujet que j'avais un peu suivi sur l'homéopathie. Vous vous souvenez, l'homéopathie, bon, ça n'existe.
c'est vendu quasiment qu'en France, parce que forcément on a des laboratoires français, mais on a quand même vendu aux Français pendant des années que diluer une molécule dans 40 piscines olympiques, elle va garder la mémoire et que ça soignera leur maladie. Ça posait pas de problème et c'était remboursé par la sécurité sociale. Et il a fallu qu'Agnès Buzyn vienne et dise on arrête les conneries, je dérembourse. Alors ça a été un séisme, sauf que il a fallu cette parole-là et cet acte-là pour qu'on puisse enfin, je ne dis pas supprimer l'homéopathie, même pas question, mais on soit autorisé, même en tant que journaliste, à dire que c'était des conneries sur des médias grand public, parce que c'était impossible à dire. Il ne fallait pas heurter. Et pendant très longtemps, là, il a été impossible de dire sur des médias grand public 100% de renouvelables, c'est des conneries. On ne pouvait pas. Aujourd'hui, bon, on commence à... Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour un discours un peu plus rationnel sur ces sujets. Évidemment, rien n'est gagné, parce qu'en parallèle, l'irrationalité progresse de toute façon dans un tas d'autres domaines et secteurs. Le niveau scientifique général dans la population est tellement bas qu'il est aussi de plus en plus difficile d'atteindre la cible, c'est-à-dire qu'on peut faire des livres, écrire des articles, ça ne sert à rien si les gens ne les lisent pas, et on constate, moi c'est aussi pour ça que je suis très présente sur Twitter au grand désespoir ou espoir de mes patrons, c'est parce qu'en fait mes articles sont payants. Et les gens ne payent pas la presse. Alors souvent, je dis bon, je vais mettre les infos essentielles, je vais les mettre gratuitement dans un truc où ils seront diffusés. Mais c'est compliqué. Il faut faire l'effort de s'informer. Et ça coûte. Voilà, ça coûte et cet effort, tout le monde n'est pas prêt nécessairement à le faire. Donc il y a un énorme travail à faire dans les écoles de journalisme. Il commence à être fait, des formations scientifiques arrivent. Un gros effort également au sein du corps enseignant. Pour que simplement les enfants puissent avoir ces bases, non seulement de maths, de physique, mais tout simplement d'esprit critique, de simplement avoir la réflexivité suffisante pour savoir reconnaître quand on ne sait pas. Se dire, là, au moins, je ne sais pas, je vais suspendre mon jugement jusqu'à plus informer. Je pense qu'on en est vraiment là, ne serait-ce que ça. On a perdu cette réflexivité qui nous permet de ce décentrage et de savoir reconnaître quand on ignore les choses. Et moi, j'adorerais l'entendre davantage, en tout cas dans les médias, c'est « je ne sais pas ». On va s'informer, puis on vous en parlera plus tard. Parce que l'immédiateté ne nous autorise plus, ne nous autorise pas. Donc voilà, d'ailleurs c'est la même chose aujourd'hui, la même question se pose, on parle de l'énergie, mais c'est aussi pour ça que je traite d'agriculture dans le domaine agricole. On perd notre souveraineté agricole aujourd'hui. La France importe des denrées qu'elle avait l'habitude d'exporter pour tout un tas de raisons, mais qui sont assez similaires finalement à celles qu'on voit dans le nucléaire. Ce sont des enjeux scientifiques, techniques, complexes, de très long terme, qui englobent à la fois des facteurs scientifiques, économiques, agronomiques, et s'il n'y a pas un sursaut collectif, les conséquences pourraient être quand même relativement graves. Donc voilà, il faut continuer de vulgariser. Je sais que vous le faites aussi tous, ne serait-ce que par l'existence de ce type de société, vulgariser le plus possible, aller dans les écoles sans faire du nucléaire quelque chose de magnifique. Très loin de là, parce qu'il y a des critiques légitimes, mais simplement, moi, et c'est mon unique but, et j'en terminerai là, c'est que les gens aient les clés pour exercer leur devoir de citoyen, c'est-à-dire qu'ils aient les bonnes informations et qu'ils puissent se prononcer en conscience. Voilà. Oui, bonjour. Vous avez donc évoqué différentes sites, la nécessité d'acculturation scientifique, qui est très juste
effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une acculturation économique, mais aussi politique, dans le sens où on peut s'étonner qu'une énergie qui était portée par la gauche, le nucléaire, Frédéric Joliot, communiste, etc., etc., on a un basculement dans les années 70-80, et d'un autre côté, les énergies renouvelables, qui finalement facilitent une libéralisation de l'énergie, une spéculation du prix de l'énergie même, et donc plutôt côté à droite, soit porté par des personnes de gauche. Non, mais là, on est dans un mouvement beaucoup plus global de fin d'un cycle. On a connu un cycle politique d'une idéologie de la concurrence qui arrive, voilà, qui connaît ses dernières heures. Et la gauche d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est la dernière héritière de cette gauche DSK, Pascal Lamy, qui était une gauche insérée dans la mondialisation, qui accompagnait ce mouvement de, voilà, une France insérée dans un mouvement libéral, d'une concurrence libre et non faussée. On voit aujourd'hui les impasses d'appliquer ce modèle à tout. On ne peut évidemment pas l'appliquer à l'énergie. Certains le disaient à l'époque, bien sûr, mais ils étaient complètement ringardisés, comme ceux d'ailleurs qui disaient c'est peut-être pas une bonne idée de délocaliser toutes nos entreprises. C'était un discours qui était très compliqué à tenir. On en voit le retour, mais pas uniquement en Europe. C'est le cas. Voilà, la concurrence libre et non faussée, les États-Unis ne l'appliquent plus, la Chine ne l'applique pas, l'Allemagne commence à dire faire un plan massif d'aide à ces entreprises. Voilà, on redéfinit, en fait, il faut qu'on redéfinisse le rôle du politique. C'est pas simple, et ça va pas se faire en 6 mois. Néanmoins, là sur l'énergie, il semble quand même qu'il y ait une nécessité. C'est pas simple non plus parce que tout le monde n'en est pas au même niveau, comme vous, de compréhension de la chose. C'est-à-dire qu'on voit que les Allemands l'ont bien compris, mais ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Les Français, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et là, un marché européen de l'énergie, c'est à la fois une nécessité parce qu'on a construit un système qui est interconnecté. Donc là, si demain la France dit j'en sors, mais je pense quand même qu'on est dans la mouise. Alors ça, les experts le diraient mieux que moi, mais ce serait quand même pas simple. Moi, ce qui me surprend, c'est que jusqu'à, mettons, mi-90, mi-2000, voilà, 90-2000, il y avait des services de l'État techniques avec des gens de très bon niveau qui pouvaient expliquer aux ministres qui ne connaissaient rien, mais ce n'est pas un problème au sujet, à condition qu'ils écoutent ce que leur service disait et pouvoir les faire avancer. Et au fur et à mesure qu'on a nommé là-dedans des gens plus par leur conviction politique que par leurs compétences techniques dans ces différents grands services, vous avez parlé de l'agriculture, mais c'en est un exemple très net, l'agriculture très nette, on a réussi à ne plus avoir de technicité à côté des politiques. Et donc les politiques racontent ce que leur racontent leurs services techniques, qui ne sont plus techniques. Ah non, mais et donc, il y a... Mais c'est très très long à reconstruire. Très très long. On a mis quand même des promos, des têtes de promos de Polytechnique pendant 15 ans vers de la finance. Quand on voit le niveau de physique et de mathématiques que reçoivent ces jeunes gens et jeunes filles auprès de l'État à un niveau remarquable pour aller faire de la finance, ce qu'on peut faire dans n'importe quelle école de commerce, excusez-moi, mais bon, voilà ce qu'on a fait. Non, mais vous avez raison. L'enjeu est de réattirer ces cerveaux, peut-être de copier des modèles qui existent aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où il y a des conseils scientifiques de très haut niveau qui sont vraiment associés à toutes les décisions présidentielles. Ça n'est absolument pas le cas en France. Il y a un vrai défaut d'expertise scientifique. C'est indéniable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour repartir? Donc, effectivement, il y a des choses immédiate à faire, il ne m'appartient pas d'avoir un avis. Je pense quand même qu'à plus long terme, c'est vraiment au niveau de l'éducation qu'il y a des choses impératives à faire. Et quand je parlais de réflexivité, ça me semble indispensable. Par exemple, on a arrêté d'instruire les langues mortes, parce qu'on s'est dit c'est pas utile. Le latin, l'histoire ancienne, ça nous sert à rien. Et moi, j'y vois une vertu, c'est que ça permet aux jeunes esprits de comprendre que, ah tiens,
dans tel pays où on ne pensait pas pareil. Oh, eux, ils pensaient que la Terre est plate. Pourquoi ils pensaient ça? Et qu'est-ce qui fait que c'était normal de penser ça à l'époque? Ça aide en fait un esprit à se dire, mais à interroger les choses qu'on lui présente justement et à avoir cet esprit critique. On a perdu, on se gargarise d'esprit critique, mais ce qu'on fait, c'est pas ça en fait dans les enseignements. On apprend juste à distinguer, non, ça c'est un méchant média, ça c'est un gentil média. L'esprit critique, c'est beaucoup plus profond et ça vient de cette confrontation à d'autres cultures, à d'autres modes de pensée pour pouvoir se décentrer, être capable de sortir de soi et accepter différents niveaux de réflexion et d'intelligence. Et ça, je me désole un peu de ne pas le voir revenir sur la table. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi je ne sais pas si on peut informer sur le nucléaire, mais ce qu'on sait tous ici, c'est qu'on peut très bien désinformer sur le nucléaire. Alors, au hit parade de la désinformation, ce sont essentiellement les médias plus publics. Et le pompon, c'est pour Arte, la chaîne franco-allemande. Arte, qui, sous couvert d'émissions scientifiques, sort des monstruosités énormes au point de vue information sur le nucléaire. Il n'y a qu'à voir leur dernière émission de l'automne dernier, qui est une monstruosité. Bon. Le problème, c'est qu'on ne peut pas réagir. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de réagir, de les contacter. C'est très, très difficile. Et en général, on ne débouche pas. Voilà. C'est pour ça qu'au niveau des médias... Pardon. Oui, allez-y. Au niveau des médias, moi, je plaide... Mais alors, je plaide toute seule. Après, moi, je suis personne. Mais bon, je plaide pour avoir des journalistes qui puissent avoir une approche globale et pour un travail interservice sur ces sujets de souveraineté qui, en fait, traverse différents aspects. Et typiquement, le traitement de cette information-là, il faut... Aujourd'hui, un journaliste souvent qui va être chargé de suivre le nucléaire, il est dans les pages sciences ou il est dans les pages éventuellement éco-entreprise, microéconomie. Et les liens ne vont pas forcément se faire avec l'intelligence économique. Je veux dire, l'Allemagne a un intérêt objectif à plomber le nucléaire français. Ça fait 30 ans qu'elle essaye. Je ne leur jette pas la pierre, je ferai la même chose à leur place. Eux, leur nucléaire, ils en avaient, c'était pas le même que nous. Eux, c'était pas un groupe intégré comme EDF, c'est un modèle clé en main. C'était Siemens qui vend au Länder chaque centrale. Alors ça donne un effet des économies d'échelle, mais pas d'effet de série. Les centrales nucléaires allemandes, elles ont coûté 2,5 fois plus cher beaucoup plus cher, je ne sais plus exactement, mais que les centrales françaises. Ils ont décidé d'en sortir parce que c'était intéressant pour eux de faire du gaz russe. Ils ne veulent pas, et c'est normal, ayant axé toute leur économie sur l'industrie, que les industries françaises aient un avantage compétitif majeur par rapport à elles. Il faut simplement que les journalistes dans les rédactions le sachent, en soient conscients et l'intègrent quand ils sont confrontés à certaines données. Et voilà. De la même manière qu'on a eu cette semaine une super annonce sur la fusion nucléaire aux États-Unis, c'est formidable. Mais enfin, c'est marrant, ça tombe quand même drôlement bien au moment où les États-Unis essaient de se relancer, justement, de relancer leur programme nucléaire et sont très, très offensifs à l'export, notamment sur les marchés européens. Je pense que dans quelques jours, on aura des papiers sur ITER, ça va mal. Oui, mais après cette désinformation permanente depuis des dizaines d'années, comment voulez-vous que les Français perçoivent un intérêt sur les énergies en général et sur le nucléaire? Alors, là, je pense qu'ils commencent à le percevoir assez vite. Alors justement, ce qui a changé, c'est que depuis quelque temps, les Français se rendent compte que finalement, on risque de plus avoir d'électricité et que si on n'a plus d'électricité, c'est pas forcément qu'on n'a plus de lumière, c'est qu'on peut plus rentrer dans sa résidence, c'est qu'on peut plus se chauffer, c'est on risque d'avoir des problèmes au niveau des assistances respiratoires et autres, et ça pose un problème. Et justement, les médias qui ont dit c'est la faute aux réacteurs parce que les réacteurs sont en panne et tout, et bien finalement, et les médias qui tous les jours nous disaient, tous les jours on nous dit il y a un réacteur de plus, c'est bien, qui commence à se reboucler, et finalement on va peut-être passer le cap. Les Français, par ce biais, ont intégré le fait que le nucléaire
c'est quelque chose de vital pour la France et qu'on ne peut pas s'en passer. Je crois que ça fait beaucoup plus d'efforts et de pédagogie que tout ce qu'on a pu faire avant. En tout cas, on peut vous remercier, vous et quelques autres, pour l'action que vous faites, ça c'est certain. Merci, mais je pense que l'important en fait, c'est pas est-ce qu'on peut ou on peut... Je hais les discours généraux. Je pense que le défi du moment, pour nous, c'est de réussir, c'est d'oser la nuance. C'est d'oser dire ça n'est pas pareil pour tout le monde. On n'ira évidemment pas conseiller du nucléaire à un pays qui a une stabilité politique moyenne, qui fonctionne au charbon. Pour lui, le gaz sera adapté très bien, qu'il fasse du gaz. S'il est bien disposé, qu'il fasse de l'éolien, du solaire à fond. Je pense qu'il faut être très souple, concentré techniquement sur les territoires et en revenir, en fait, finalement, lâcher un petit peu, avoir une grande vision politique, oui, sur le but à atteindre. Et le but à atteindre, c'est pas combien de pourcents je veux de nucléaire. Le but à atteindre, c'est quel PIB je veux, combien d'emplois je veux, quelles industries je veux pour ça et de quoi elles ont besoin pour tourner. Et le reste, je l'adapte. Vous voyez, c'est changer le paradigme. Aujourd'hui, on est quand même très très longtemps resté sur des objectifs complètement comptables et un peu déconnectés de ce qu'on cherchait à atteindre. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Oui, donc le débat public. Aujourd'hui, la réglementation prévoit que chaque étape de la vie d'une centrale est scandée par une enquête publique, un débat public qui monopolise énormément d'énergie au sein de l'entreprise, pour un bénéfice discutable. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on pourrait améliorer le débat public? Alors j'ai du mal à m'exprimer parce que moi je pense que non, il ne faut pas plus de débat public, en tout cas dans les modalités dont il est organisé, où je disais c'est complètement stérile, où ce sont des gens convaincus qui viennent montrer leurs oppositions, personne ne convainc personne et puis ça n'avance pas, c'est stérile. Effectivement le débat tel que le conduit aujourd'hui la CNDP, en plus un florilège de fausses informations, il n'y a pas de... Les choses fausses qui sont dites ne sont pas reprises, en tout cas pas en direct. Donc en fait, ce débat désinforme davantage qu'il n'informe, ce qui est quand même un comble quand on prétend justement faire le clair sur une situation. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Je pense que le plus efficace d'un point de vue démocratique, c'est une information la plus factuelle possible, la plus précise. Ne pas avoir peur de rentrer dans la complexité des sujets. Les gens ne sont pas des imbéciles. Moi, j'ai été capable de comprendre. Tout le monde est capable de comprendre. Donc, vraiment, les gens ne sont pas idiots. Il faut trouver la bonne manière de le dire, mais je pense qu'ils peuvent aller même très loin dans la complexité. Et souvent, on a eu des médias qui disent « Oh ben non, ça c'est trop compliqué ». Au contraire, il faut qu'on se colte aux sujets compliqués. À nous, c'est un vrai défi de rendre sexy des sujets qui ne le sont pas du tout. Je pense que c'est possible. Et quand les gens ont un intérêt, là, j'ai vu quand même un changement très net. J'ai pris depuis 4-5 ans sur ces sujets-là, le nucléaire. Depuis 6 mois, je peux vous dire que les articles sont lus. Il y a une appétence. En tout cas, l'audience a énormément augmenté. Et même sur des sujets vraiment compliqués. Alors, je dois perdre beaucoup de lecteurs en route. Bien sûr, mais il faut oser la complexité et avoir le courage de dire les gens ne sont pas idiots. Ils savent que c'est important et ils sont parfaitement capables de faire l'effort. Donc ce type d'information, oui, des grands débats publics sans préparation, je suis assez d'accord avec vous, je pense qu'il faudrait trouver une modalité différente. Certains réclament un référendum, pourquoi pas? Tout peut être imaginé, envisagé, mais il va falloir le faire vite. C'est ça le problème, c'est qu'il faut aller vite. Et je suis d'accord avec vous, ces débats publics qui sont un peu plus consultatifs, avec des cahiers que personne ne lira jamais, je pense même que c'est contre-productif. Les gens ont le sentiment qu'on les prend pour des buses. Merci pour votre exposé qui était remarquable, parce qu'en fait, c'est remarquable par le fait que vous abordez le sujet du nucléaire par une approche qui est totalement différente de la plupart d'entre nous ici. Et rien que ça vaut la peine de vous avoir entendu. Je vous remercie vivement. J'ai une question à vous poser. Vous l'abordez dans votre exposé. Macron a changé radicalement de position entre quand il est arrivé pour le premier mandat et là, depuis Arabelle, le 2 mois février, devant la turbine, etc., où là, il dit qu'il faut faire du nucléaire, etc., etc. Il a changé radicalement d'avis en très peu de temps.
J'ai une petite idée sur la question, parce que moi, je suis membre d'En Marche 4 jours après sa création. J'ai participé à des papiers qui étaient destinés aux proches de Macron à l'époque sur le nucléaire. Donc voilà, donc j'ai une petite idée sur la question. Mais là, justement, comme votre approche est différente de la nôtre, j'aimerais avoir votre analyse sur comment se fait-il qu'un garçon intelligent comme ça, avec une position assez radicale, il faut arrêter le nucléaire, il faut fermer Fessenheim, etc., et quelques temps après, décide de faire 6, puis 8 EPR, etc. Enfin, voilà. C'est votre analyse qui me serait intéressante. Oui, je vais avoir une analyse un peu de propos de comptoir de la même manière. Je suspends mon jugement pour l'instant. Macron, pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas. Alors, il a aucune formation scientifique. Il faut quand même se rappeler. C'est pareil, un littéraire pur. Je pense qu'il n'a pas du tout compris. Il a mis du temps, en tout cas, à comprendre les enjeux. C'était pas dans son scope. Moi, mes contacts m'ont tous raconté. Yves Bréchet le raconte très bien. Haut commissaire à l'énergie atomique, il a été reçu 2 fois en 6 ans par ce gouvernement. Quand Édouard Philippe le recevait, il textotait sur son... Ça ne les intéressait pas, c'était pas le sujet. Ils n'avaient pas d'intérêt. Aujourd'hui, ils ont été un peu contraints de s'y intéresser. Bien sûr, parce que là, il y a quand même la réalité qui nous arrive en pleine poire. Est-ce que cette annonce était aussi le produit parce qu'on était en pleine campagne électorale avec une montée, un vrai risque de Marine Le Pen. Il était un peu pris en étau. Il fait cette annonce le 24 février, c'était quand même pas très longtemps avant le premier tour. Je vous rappelle que Valérie Pécresse derrière a fait 4%. Est-ce qu'il y avait probablement, je pense que c'est un mix des deux, mais est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce qu'il y a derrière une réelle volonté et une réelle vision sur l'avenir du nucléaire en France? Je ne sais pas. Je suspends mon jugement, j'ai envie de dire, nous verrons. Oui, merci. Moi, j'avais une petite question sur... oui, le nucléaire, c'est très bien. Alors, on voit que pour la production de CO2, ça se situe donc en dessous du solaire voltaïque, avec 2 grammes de CO2 par kilowattheure, et juste au-dessus de l'éolien. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle des choses qui fâchent, quoi. Le nucléaire, il faut des ressources. Alors, on sait bien qu'on aura à peu près du pétrole, on n'en aura même pas jusqu'en 2050. Ou alors, il va falloir aller le chercher, ça va coûter très très cher. Le nucléaire, au niveau des ressources, on en sait quelque chose? Oui. Et l'illettrisme, après vous parliez d'illettrisme scientifique, de vulgarisation qui n'était pas suffisamment bien faite. C'est pas faute des ingénieurs d'essayer de prendre la parole, Je sais. Mais on ne donne pas la parole aux ingénieurs. C'est exactement, je vous ai expliqué, oui, ouais. Mais tout à fait, vous avez les raison. ingénieurs, ils ont des patrons, qu'ils soient au CEA ou ailleurs. Je pense, mais ça, moi, je le dis à chaque fois aux membres de la filière nucléaire que je rencontre. Parlez, arrêtez de vous planquer derrière vos bureaux. Ça ne se fera pas sans vous, parce que... Et si on pouvait parler aussi des déchets? Bien sûr. Et de l'amélioration, de tout ce qui a été fait au niveau de l'amélioration de... Alors, je suis d'accord avec durée de vie des déchets. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne l'ai peut-être pas assez souligné dans mon exposé, mais c'est ce que je disais en commençant mon exposé. Autant, quand j'ai commencé à travailler le sujet, des peurs irrationnelles que j'avais se sont éteintes, mais d'autres sont nées, notamment concernant les déchets. Le sujet c'est l'un des prochains sujets qui va un peu nous tomber dessus. On a arrêté les programmes Astrid. Bon, qu'est-ce qu'il le remplace? C'est un vrai sujet, parce que si on ne travaille pas à la surgénération demain, il faut absolument que ça soit aussi sur le débat public. Mais comme la question des ressources, alors la question des ressources, je sais pas, je suis partagée parce que je suis aussi paniquée par la question des ressources pour l'éolien, pour le photovoltaïque. Je veux dire, la question, alors il y a les terres rares, mais pas seulement. La question du cuivre, c'est une question colossal. On n'aura pas assez de cuivre pour tirer les câbles partout, d'autant plus que l'Afrique veut s'électrifier, il lui faudra du cuivre. Les mines, on les a pas. Les investissements aujourd'hui miniers sont à 60% de ce qui devrait être
si on voulait développer de nouveaux projets, je pense qu'en fait, on a devant nous des défis quand même assez colossaux. Ça pose des questions, évidemment, mais tout ça impacte... C'est un sujet géopolitique, en fait, qui nous dépasse largement. Donc, la petite France, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais essayer avec l'Europe de sécuriser des approvisionnements. Je vais essayer de lancer... C'est pour ça que je pense qu'il est sage de faire feu de tout bois en ce moment. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va coincer, etc. Donc on fait feu de tout bois. La ressource pour le nucléaire, c'est de l'uranium. C'est effectivement un problème, mais enfin c'est moins un problème que de dépendre à 90% de la Chine et de la seule Chine pour les aimants. Je veux dire, l'uranium, on peut diversifier. Il y a le Canada, il y a l'Australie. On peut diversifier. C'est vrai que si tout le monde en veut au même moment ou plus, à un moment, la question va se poser. Je rappelle qu'on a quand même 300 000 tonnes d'uranium appauvri sur notre territoire et qu'il n'était pas aberrant de poursuivre un programme de surgénération. Bonjour, je voulais juste poser une question d'éducation. Je vous entends souvent vous informer le soir. Donc, est-ce que les gens autour de vous savent ce que c'est la règle de 3 ? Ne serait-ce que pour faire les comparaisons entre les 4 grammes du nucléaire et les plus que 100 grammes du gaz, parce que vous avez dit 80, c'est faux. Ah oui, ça dépend des centrales. Ouais, mais même avec la cogénération, on fait quand même plus de 780. Donc, deuxième chose, est-ce que vous savez la méconnaissance, le vide interstellaire qu'il y a dans la différence, dans le grand public, je ne parle même pas des médias, entre puissance et énergie? Oui, vous pensez à Emmanuel Vargon? Tout le monde comprend ce que je vais dire par là, mais oui, je veux dire, vos interlocuteurs, vous pouvez les désamorcer immédiatement avec 2 mots. Oui. Et j'ai un exemple que j'ai utilisé l'autre jour, parce que je donne des cours à gauche et à droite, peu importe. Quelle est la différence entre 7 kg de pétrole et 73 kg de TNT? Et de quoi vous avez peur? Des gens qui ont la vingtaine d'années, qui sont en bac +2. Ils avaient peur de la TNT, alors que c'est exactement la même chose, parce qu'ils ne font pas la différence entre le temps. Mais la puissance, c'est typiquement ce genre d'article que je ne pensais pas faire. Alors ça, je le fais pas dans les médias, je le fais souvent sur Twitter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me lisent, et dans l'espoir qu'en fait, c'est mes confrères qui vont me lire. Parce qu'entre journalistes, on se regarde tous, alors on se suit sur Twitter. Je me dis, je vais faire un truc hyper pédago, bien chiant, pour expliquer la différence entre... Mais c'était pas évident. Là, ça y est, ils ont compris. Mais en fait, cette crise nous force à un apprentissage un peu comme le Covid, très rapide. Mais il y a encore 1 an, même 2 ans, parce qu'on a déjà eu le même problème, en fait, l'hiver 2021, on craignait des coupures. Et... j'ai essayé d'expliquer à mes proches, tu comprends pas, on a besoin d'une puissance à la pointe, c'est pas et c'est très long à rentrer dans les esprits. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est pas forcément évident. Vous n'avez pas forcément le bon interlocuteur pour vous l'expliquer, donc il faut être capable de l'expliquer très simplement. Et une fois que vous l'avez expliqué une fois, faut le redire tout le temps. Et là, j'ai quand même le sentiment que ça commence à rentrer. Les gens ont à peu près saisi la question, puisque c'est bien pour ça. En fait, la meilleure preuve que ça a été totalement nié et occulté, mais au plus haut sommet de l'État, c'est l'Allemagne. C'est que ça fait 15 ans que ceux qui disent oui, mais l'Allemagne, elle a quand même gardé toutes ses centrales à charbon. Non. Tais-toi, ça n'existe pas. Enfin, c'était quelque chose de fascinant, cette volonté collective de croire en quelque chose et de ne pas voir la physique qu'il y a derrière. Mais je pense que ça change de la même manière qu'on va vite se rendre compte, là, ça va venir très, très rapidement sur le photovoltaïque. Emmanuel Macron a promis 100 gigawatts. Faut y aller. Ça en fait des câbles à tirer, ça en fait du foncier à trouver. Est-ce qu'on a réglé toutes ces questions-là? Moi, je vois poindre un problème d'acceptabilité relativement rapidement. Il y a quand même pas mal de questions qui vont se poser. Il faut absolument pas être contre dogmatiquement, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, notamment dans l'autoconsommation, dans plein de choses. Mais on est très très loin d'avoir abordé tous les sujets, et on a énormément
énormément de boulot devant nous pour les faire appréhender de façon efficace. Là, je vais vous donner un exemple sur le photovoltaïque. J'ai découvert, je ne savais pas, mais j'ai découvert il y a 3 mois la taxation du foncier agricole. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il se trouve qu'en France, les terres agricoles, elles sont en fermage. À plus de 80%, les paysans louent leurs terres à un propriétaire. Et ce loyer, il est bloqué depuis 1945 à 140 € par hectare et par an. C'est ultra bas, ça a été décidé pour préserver le revenu des agriculteurs. Mais comme ces terres, elles sont en plus hyper taxées, elles se mangent 6 taxes avant même toute production, et ben un propriétaire terrien, aujourd'hui, il a une rentabilité négative, quel que soit le cas de figure. Donc, quand arrive un promoteur de photovoltaïque qui lui dit « Oh, je vais louer ta terre », là en ce moment, c'est 2 000 € l'hectare en moyenne. Qu'est-ce qu'il va faire, le bonhomme? Mais il ferait n'importe qui. Il veut gagner de l'argent. Comme par ailleurs, on lui dit zéro artificialisation nette, tu n'as plus le droit de vendre pour qu'on construise des maisons. Bah, voilà, son bien est complètement déprécié. Donc, à mon sens, avant de faire une loi d'accélération, il aurait fallu faire un truc pénible, parce que politiquement, ça va être chaud, mais il faut réformer le foncier agricole. Sinon, on crée des effets d'aubaine. Et on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que c'est vrai que pour un politique, il n'y a pas 1000 choix. C'est soit il dit à l'agriculteur « je t'augmente ton loyer », dur, soit il dit à Bercy « il faut qu'on baisse les taxes », Bercy, vous avez l'état de nos finances publiques, et alors, là on a dit « bon, on ne va pas le faire ». C'est une connerie, c'est ce qu'on appelle, enfin pour moi, c'est mon avis. Pardon, c'est une digression. Et donc oui, non, je termine ma digression pour vous dire que ce foncier agricole, pas un politique y avait pensé. Il ne savait pas. Mais cela dit, moi j'ai découvert par hasard, c'est l'Office français de la biodiversité qui a fait une note très précise là-dessus. Mais voilà, les dossiers sont complexes, il ne faut pas craindre cette complexité. Bonsoir, c'est moi. J'ai 3 questions. Je vais commencer par la première. Moi, je suis une littéraire, hein, donc on va repartir sur le sujet du journalisme, si vous voulez bien. Vous disiez que, donc, vous, quand on vous a demandé d'écrire ce livre, vous avez cherché, vous avez mis 2 ans, puis vous avez compris. Vous parlez de ces journalistes qui sont allés à Fukushima, qui savaient mieux que tout le monde. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des vrais journalistes, des bons journalistes, des mauvais, des pas vrais, des je sais pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne se renseignent pas les autres? Pourquoi ils ne font pas ce que vous faites, vous? Alors, c'est sûr que quand on croit avoir vécu les choses, oui, tout le monde a entendu le professeur Pellegrin dire que le nuage avait passé la frontière. Donc, on sait très bien ce que les gens croient. Mais voilà, pourquoi est-ce que les journalistes, vous, les autres, enfin, vous faites le boulot, pourquoi pas les autres? Moi, c'est une question générale. Non, parce que c'est un apprentissage aussi. Moi, j'ai pas toujours travaillé comme ça. Il se trouve que quand je suis rentrée des États-Unis, on m'a confié une chronique de fact-checking que je faisais tous les matins. Et il s'est avéré, donc j'ai fait ça pendant 3 ans, 2 ans, 2 ou 3 ans. Et il s'est avéré, attendez, 3 ans. 3 fois sur 5, voire 4 fois sur 5, je partais le matin avec une idée de ce que je voulais, de ce que j'allais trouver, et je trouvais l'inverse. Donc en fait, j'ai pas arrêté de penser contre moi-même, mais c'est un truc quand même vachement troublant. Et donc je me suis beaucoup remis en question. Je me dis mais bon sang, je pense aller vers une direction, et à chaque fois que je creuse, je trouve pas du tout ce que je m'attendais à trouver. Donc c'est quand même particulier. Et alors c'est une espèce de vice qui vient après. Oui, je suis extrêmement suspicieuse, parfois trop. Hein, on peut le reprocher, dire chez la petite bête, il n'y en a pas forcément. Mais ensuite, on a aussi un modèle. Je ne leur jette pas la pierre. On les envoie, vous êtes dans un bain où il n'est pas facile non plus d'aller à l'encontre de ce que dit tout le monde. Voilà, donc, quand tous vos confrères disent quelque chose et tirent dans un sens, je vous jure que aller dans l'autre, c'est pas simple. Hein, et que alors, on en prend sur le nucléaire, moi qui traite des sujets agricoles, c'est 40 fois pire, c'est très très violent. Il y a des oppositions presque religieuses hein, à ça. Parler des OGM, c'est l'un de mes autres combats, parce que je pense que les NBT, les nouvelles technologies biomédicales, seront l'une des manières de résister au réchauffement climatique ou de s'adapter. Mais aborder ça, c'est mettre un pied en enfer. Vous sortez de l'enfer, vous êtes le diable. Et je pense qu'il faut avoir le courage de continuer, parce que
les faits sont têtus. La réalité s'impose à un moment, et on le voit là. La réalité, la physique s'impose. On peut avoir des oppositions politiques, et je suis parfaitement consciente de ça. Je comprends parfaitement qu'on soit contre les OGM pour des raisons philosophiques même. Il y a des arguments excellents, mais pas en jouant la peur des gens pour forcer leur vote. En fait, c'est ça qui devrait tous nous motiver. L'émotion est vraiment un ennemi. Ça ne peut pas être qu'émotion, notre métier. Je suis d'accord avec vous, surtout quand on voit en ce moment ce qui se passe avec l'Ukraine et les journalistes qui répètent, contre des fois les gens qu'ils ont invités, qui leur disent non, il n'y a pas de risque nucléaire, de bombe, je parle d'une bombe nucléaire. Si, mais vous êtes sûr? Enfin, c'est insupportable. Mais bon, ça ne me réjouit pas vraiment ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'en gros, tant que les journalistes n'auront pas pris conscience eux-mêmes de ce qui va... Alors, n'en demandez pas trop, nous sommes humains, oui, et la presse a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu un âge d'or où c'était mieux avant, c'est pas vrai. Hein. Non, je vous le dis. Simplement, le monde s'est drôlement complexifié. Oui. Ça, c'est une réalité. Que, en gros, si on a eu un âge d'or d'éducation générale de la population, en gros, c'est entre le Jules Ferry et le déploiement de la télé de masse. Là, il y a eu un moment quand même d'or où les gens ils lisaient, parce qu'ils savaient tous lire, et puis il n'y avait pas la télé, et puis c'est parti. Et il faut qu'on en prenne notre parti. Il faut arrêter de voir. On n'est plus en 1950, ça ne reviendra pas. Donc moi, je suis déjà un peu vieille pour penser les nouveaux médias. Je regarde beaucoup ce que font mes jeunes confrères parce que ils sont très inventifs justement sur les réseaux sociaux, sur les nouveaux formats, parce que on s'aperçoit que moi, les articles que j'écris, les jeunes ils les lisent pas, ils les liront plus. Enfin, c'est vous qui les lisez, quoi. La jeune génération. Alors comment est-ce qu'on peut les mettre en vidéo? On ne sait pas, mais du coup, nous, le problème, c'est comment on le monétise, parce que nous, s'ils payent pas, c'est un problème. Donc on a de vrais défis, et j'ai pas les réponses. Et d'ailleurs, je les aurai pas parce que c'est déjà plus ma génération. Je regarde vraiment ce que font les jeunes. Il y a plein d'idées. Et c'est pas vrai qu'il y a en plus une génération qui serait particulièrement anti-nucléaire, qui serait particulièrement climato-anxieuse. Je pense que c'est assez... Enfin, c'est pas je pense, les sondages montrent que c'est assez équitablement réparti dans la population, et qu'il y a toute une jeunesse qui est très très motivée pour se retrousser les manches, oui. Alors du coup, je rebondis sur une deuxième question. Par rapport au... Comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître? Parce que la Sven, ici présente, fait des choses fabuleuses. Enfin, vous les connaissez bien maintenant. Ils font un colloque notamment régulièrement avec, en gros, pareil, 99% de gens qui sont des anciens du nucléaire, qui sont très contents de se retrouver, qui sont désespérés, qui pleurent un peu quand ils entendent ce qu'ils entendent. Et en fait, comment on fait, quoi? On est à Aix et il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne d'extérieur vraiment. Donc, comment est-ce qu'on a accès aux médias? Comment est-ce qu'on moi, je serais vous, je dirais, si les médias veulent pas de moi, tant pis, je vais pas forcer la porte, je vais ailleurs. Vous allez dans des écoles, vous nouez des partenariats avec des collèges, avec des lycées. Voilà, contourner. Ils le font déjà, ça. Ils le font effectivement. Mais le faire plus, moi, ça, j'y crois beaucoup. Je pense que... Alors, je connais mieux, pour le coup, le domaine agricole, mais je pense qu'un enfant qui est allé dans une ferme, qui a vu comment sont faites les choses, peut plus avoir le même discours manichéen qu'on lui sert dans les publicités, parce que tout ça, c'est des messages publicitaires, en fait. Donc, le plus on peut s'extraire, apporter de la complexité et de la nuance, le mieux c'est, et ça passe par des rencontres, en fait. C'est des rencontres avec cette jeunesse-là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai pas de solution miracle. D'accord. Alors après, ma dernière question, c'est Jean-Marc Jancovici. Lui, c'est quand même quelqu'un qui passe dans les médias. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi lui? Il est brillant, déjà. Oui, il y a beaucoup de gens brillants. Non, là, il est quand même un peu au-dessus, je pense. Non, et puis alors, vous le voyez beaucoup maintenant, mais Jean-Marc Jancovici, ça fait quoi, 15 ans 20 ans qu'il fait ça? Qui l'écoutait? Pas grand monde, hein. Je crois que le Chiffre Project, alors il a travaillé, il a invité des journalistes au ski, enfin, il a tout fait, quoi. Pas moi j'étais pas importante. Mais finalement, c'est assez récent, cette notoriété. Quand on voit, on a l'impression que les gens le découvrent, mais c'était il y a vraiment longtemps. Bonsoir, Monsieur Baudouin de la 3AF. Alors je vais vulgariser complètement le discours et revenir complètement à la thématique de ce soir. Est-ce qu'on a peur du soleil? Je pose la question.
Mais c'est normal, en fait... Non, mais attendez, madame, je vais plus loin. Oui, on a peur. Il faudrait repartir, c'est notre raison d'être aujourd'hui. Nous sommes vivants aujourd'hui parce qu'il y a un soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est que du nucléaire. Je ne suis pas isotopique, je ne suis pas... rien du tout. D'accord? Et quand j'en parle avec des enfants aujourd'hui, je leur explique, mais pourquoi vous auriez peur du nucléaire? Regardez le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est une bombe nucléaire en permanence. Vous en avez peur? Le matin, vous vous levez pour le regarder se lever. Le soir, vous le regardez pour se regarder se coucher. Donc, vous n'en avez pas peur. Donc, revulgarisons les choses. À partir du moment où on aura pu faire, entre guillemets, admettre à des enfants ce qu'est le nucléaire, en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, on en voit quoi? Les accidents de Three Mile Island, Fukushima, les bombardements de Tchernobyl, les bombardements de Nagasaki, Hiroshima, Fort Alamo, tout ça, on ne voit que ça en fin de compte aujourd'hui. On a vulgarisé en fin de compte le nucléaire uniquement par des accidents, tout simplement. Et tous les gens qui sont présents aujourd'hui, ce sont des professionnels du nucléaire. Et en fin de compte, comme je disais, on ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, ce sont des physiciens, ce sont des astrophysiciens, ce sont des électriciens, donc des gens qui ont une culture de ce produit. Reparlons du soleil, tout simplement. Je pense qu'il faut laisser le temps aussi au temps et à l'humanité de digérer cela. Je ne sais pas si on réalise bien la rapidité fulgurante avec laquelle on a quand même apprivoisé l'énergie solaire. C'est exactement ce que vous dites. Mais c'est vertigineux. Et ça fait même pas 100 ans. C'est très court sur le temps humain. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps à l'homme. C'est aussi pour ça que ça rencontre des résistances presque philosophiques et quasi religieuses chez beaucoup de gens. C'est trop vite, c'est trop rapide. Ça donne à l'homme une puissance qui nous effraie. Il est naturel que ça prenne du temps à simplement être accepté de la population. Donc je pense qu'il faut rester détendu là-dessus et l'expliquer, comme vous le dites, effectivement, dédramatiser, finalement, c'est décentrer, c'est donner ce que je disais tout à l'heure, des éléments de comparaison ou des ordres de grandeur. C'est ce qui manque finalement le plus aux gens. Quand on n'a pas d'ordre de grandeur, on ne peut pas se situer, et c'est là qu'on est perdu, on flotte. On a peur, c'est inconfortable. On a besoin de pouvoir avoir des perspectives, savoir on est grand, petit, comment, qu'est-ce que les proportions, les ordres de grandeur. Ça me semble fondamental quand on traite de ces sujets. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que les grands groupes pétroliers ou les grands groupes gaziers ont pu avoir une incidence sur la communication des journalistes? À savoir, est-ce qu'ils ont pu orienter les journalistes ou les aider à ne pas parler en bien du nucléaire? Moi, je ne l'ai pas observé parce que ça fait pas très longtemps. Vous n'avez pas non plus abordé ce sujet dans votre... Non, et puis ça fait pas si longtemps que je couvre ces sujets. Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Les lobbies qui fassent pression sur les journalistes, je veux dire, c'est la loi de la... C'est comme ça, c'est le métier. Je veux dire, à nous de les dégager, d'en être conscients, de ne pas se laisser faire, de faire notre métier, tout simplement. Je veux dire, alors, ce qui est plus inquiétant, c'est sur les politiques. Parce que oui, et ce qui est plus inquiétant aussi, c'est... Enfin, on a quand même fait des politiques qui n'étaient pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Je pense à la loi Nome et la Reine. Quand il y a de tels niveaux de subventions à des... Oui. Non, mais je comprends. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on a pu acheter si longtemps dans la presse le miracle allemand. Mais ça, je pense que pour le coup, c'est pas le gaz qui les a achetés. Il y a vraiment une ignorance. Rappelez-vous les articles et les débats. Alors, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Agnès Buzyn. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une parole politique pour que ça fasse quick, pour que tout le monde se réveille. Mais là, on a été dans une espèce de rêve éveillé de 10 années. Vous avez du sommet de l'État, du coup, jusqu'aux journalistes, un mythe complet qui se répercute sur le coût du nucléaire. Je veux dire, des années d'articles
sur les prix de l'éolien baissent, qui sont moins chers que le nucléaire, sans que jamais soient pris en compte les coûts de backup et de raccordement. Quand on y pense 2 secondes, c'est juste dingue. Mais ça veut dire que personne n'y a pensé, et je vous jure, personne n'y a pensé. Je dis, mais t'as compté les câbles? Hein? Non, les câbles. Ah, il y a les câbles. On en est là. Je dis, on était dans un... Pardon? Oui, c'est exactement le même problème. Je vous convainc pas, mais je sais pas en fait. Non, c'est pas que vous me convainquez pas ou que vous convainquez pas la salle. C'est simplement que parfois je me demande si les journalistes ont conscience de la responsabilité. Enfin, je parle pas de vous, hein, ni d'individus particuliers, mais la responsabilité qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils émettent quelque chose. Je me demande s'ils ont cette conscience. Est-ce qu'on leur apprend cette conscience à l'école? Et puis parfois je me dis, alors, je ne vais pas me faire bien voir, mais je vois les médecins, ils ont un ordre des médecins. Je ne connais pas de profession qui n'ait pas quelque chose qui les sanctionne quelque part quand ils disent des conneries. Et là, on a l'impression, enfin, il y a des chaînes, hein, on n'a pas besoin de les nommer, où vraiment c'est des tissus de conneries à longueur de journée qui sortent et personne ne dit rien. La chaîne, elle est aimée, il ne se passe rien. Et les gens qui écoutent ces chaînes-là, comment voulez-vous les éduquer à force d'écouter des conneries de ce genre? Je veux dire, comment on les éduque? C'est le problème que j'évoquais tout à l'heure. Alors, oui, les journalistes font quand même, dans leur grande majorité, bien leur travail en France. Le problème, c'est qu'on ne sait plus très bien qui est journaliste et qui ne l'est pas. Moi, je vous parle des journalistes qui ont une carte de presse, qui sont dans des rédactions. Vous me parlez de plateaux télé où il n'y a pas de journalistes. Vous me parlez d'émissions de divertissement. Et c'est ça que les gens regardent, en fait. Les gens ne lisent plus nécessairement la presse, écoutent vaguement la radio et en fait globalement s'informe via ces grandes émissions où effectivement c'est souvent du propos de comptoir, c'est pas forcément de la faute des gens d'ailleurs, hein, parce qu'on les appelle 1 heure avant, ils n'ont pas forcément le temps de préparer. Voilà, c'est une économie. Quand on a 6 chaînes d'infos en continu, je le répète, hein, mais c'est un truc de dingue, 6 chaînes qui se disputent pour faire les... Pardon. Pour faire les mêmes sujets avec les mêmes interlocuteurs, pour essayer de capter l'audience des gens, ça ne peut pas bien se passer. Ça n'est pas sain. Donc je ne vais pas me faire des amis, parce que la conséquence logique de mon truc, c'est faudrait quand même... faudrait peut-être enfermer, quoi. Mais c'est trop. Donc il y a une... Mais dans l'esprit des gens, il y a cette confusion, effectivement, entre le divertissement, la presse. C'est de pire en pire, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux ont vu arriver maintenant Alors, il y a tout un tas d'espèces de blogs, de sites, de comptes, de groupes LinkedIn qui se créent, qui sont des justiciers, qui vont, par exemple, noter tel média parce que toi, tu as mal parlé du climat, toi, tu en as bien parlé, selon des critères qui sont généralement très politiques. Et tout ça donne une espèce de magma, de fatras. C'est pour ça que, comme on ne peut pas avoir prise dessus, je veux dire, il n'y a pas de prise. Enfin, moi, je ne souhaite pas revenir à une dictature, hein, donc on n'a pas prise dessus. Je pense que la seule action qu'on peut avoir, vraiment, c'est l'éducation. Ou alors, je ne suis pas favorable à la censure, je ne le serai jamais. Donc, mais l'éducation, oui, là, il y a un travail à faire pour armer les gens. Et honnêtement, c'est possible, hein. Bien armé, regardez-vous, vous résistez très bien à tout ça. Non? Je crois qu'on va remercier Géraldine Vossner de sa belle prestation. Il y a un pot qui nous attend, qui se prépare au fond de la salle. En attendant, moi j'avais quand même une question qui me préoccupe, enfin une préoccupation plutôt, qui est de voir que en fait Poutine a attaqué l'Ukraine à un moment où on savait que les réacteurs français traversaient une période difficile, parce que la corrosion sous contrainte était identifiée, qu'on savait qu'il y avait tout un programme de remise à niveau des réacteurs anciens, qui était planifié depuis de nombreuses années,
et que les Allemands n'avaient pas encore ouvert leur gazoduc Nord Stream 2. Donc je trouve que la période à laquelle Poutine est intervenu par rapport à l'Europe sur ce problème de l'énergie est absolument critique, et j'ai comme une impression que ce n'est pas par hasard.